Puis tu sais, j'avais un gars qui était producteur dans un cirque, un gars qui était dans des gros comptes clients à la banque, un gars qui était avocat. Ça, c'était mes chums. On s'est mis à parler de salaire. Ouais. On s'est mis à parler de salaire. Puis les gars faisaient tout plus que moi. Pas mal plus que moi, des fois. Puis ils m'ont dit, combien tu as fait cette année-là? Puis je leur ai dit, puis en fait, combien tu as travaillé de jours cette année? Puis je dis, ben ça dépend, là, sur le plateau, tant de jours, mais en prep, machin, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, moi, j'échangerais mon salaire puis ma vie demain matin pour la tienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au podcast officiel du FFCM, le festival de films créatures de Memphremagog. Le podcast s'appelle « Dans la gueule de la créature » et on a la chance pour ce premier épisode de recevoir notre invité d'honneur de l'édition 2023 du festival, Monsieur le grand acteur et ami Vincent Leclerc. Bonjour. Merci pour le grand acteur. Ben, ça me fait plaisir, mais t'es quand même 6 pieds 2, quand même. Ah, t'as raison, absolument. Ouais, je veux dire, OK, moi, oui, parfait, pour oui. 5 et 10, je Tu trouve vois, que je c'est... suis parti avec mon ego, mais tu parlais de ma taille debout. Ben oui. Ouais. Mais ton ego aussi, tu sais, il est beau, tu sais, on parlait tantôt que tu avais un ego de viking, là, tu sais, c'est... Oui. Hey, tu dois avoir des questions pour moi? J'ai tellement de questions pour toi. Premièrement, je vais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on a la chance d'être présentement dans la salle Carpe Diem, qui se trouve sur la rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil. C'est une très belle salle qui est dirigée de main de maître par la comédienne Ariane Lee Simard-Côté, qui est aussi autrice, compositrice, interprète et femme d'affaires. Puis cette salle-là est surprenante. Moi, je suis rentré dedans il y a quelques minutes, puis c'est vraiment chaleureux, intime, avec beaucoup d'âme. Je vais revenir. Ben oui, ben c'est pour ça aussi que je voulais la faire découvrir, parce que quand j'ai vu la salle, j'ai dit, Ariane, c'est écœurant, c'est un petit bijou inconnu, cette salle-là. Est-ce qu'on pourrait enregistrer chez toi? Puis, qu'est-ce que tu bois, mon cher Vincent? Je bois, je suis rentré dans mon premier magasin Petite Frette tout à l'heure, et je bois une blanche orange, une blanche à l'orange, et je suis très satisfait. Tu es un amateur de bière, donc? Oui. Oui. J'aime pas les amers, les bitters, mais j'ai une passe blanche de temps en temps, IPA. J'aime ou les rousses qui ont un petit peu de torque, ou les porters. J'aime les bières qui ont du poil un peu. Pas les petites blondes. Les petites blondes sont très rafraîchissantes, mais j'aime ça quand ça... Ouais. Ça punch un peu. Je comprends. Moi aussi, j'ai comme ma petite passe à épier. Puis là, on dirait que je vais vers des trucs plus fruités quand c'est l'été. On a la chance d'être commandité par le magasin Petite Frette qui se trouve juste au-dessus de la salle Carpe Diem. Merci à Marc-Antoine de tenter de nous saouler pendant notre podcast. C'est très apprécié. Donc, Monsieur Vincent Leclerc, le grand public te connaît surtout pour tes rôles à la télévision, pour ton rôle, entre autres, de Séraphin dans la nouvelle mouture des Pays d'en haut. Je voudrais juste dédouaner la description qui est sur votre site internet, qui a été conçue par les gens de votre équipe, avec lesquels je ne suis pas super à l'aise, parce qu'elle est très, 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 très flatteuse. Peut-être même un peu trop. Je lisais ça, puis j'avais l'impression que j'avais inventé le jeu. Tu sais, je pense que ça aurait gêné Daniel Day-Lewis, cette description-là. Donc, je tiens à remercier les gens de l'équipe, mais je... Stanislavski Leclerc. Oui, c'est ça. Je sais pas. Peut-être que là, tu vois, mon ego là, était trop. Il était trop gonflé. Oui, je pense que les gens sont très reconnaissants et très heureux que tu sois. Mais somme toute, tout ce qui a été dit est vrai et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, le fait que tu sois quelqu'un d'immensément charismatique et gentil et généreux. Peut-être que ça te gêne qu'on dise ça au micro. Non, mais on verra dans une heure quand on aura fini le podcast si tu peux encore dire la même chose. OK, bonne idée. Charismatique et généreux. Si tu permets, on va faire un petit peu de name drop, parler des choses que tu as fait. Donc, tu as joué, Séraphin dans les Pays d'en haut, qui t'a valu le prix du Gémeaux du meilleur interprète masculin pour la série dramatique en 2016. Puis après ça, tu as eu plusieurs nominations aussi pour le même rôle. On va en reparler si tu veux en cours de route. On a pu le voir aussi dans Piché entre ciel et terre de Sylvain Archambault, La chute de l'Empire américain de Denis Arcand, Les jours heureux de Chloé Robichaud, en anglais, parce que tu travailles aussi en anglais, tu es parfaitement bilingue. Dans White House Down. Oui. Un grand film. Voilà. Ben, un bon film d'action. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Super agréable à faire. Mais ça. Warm Bodies, ce que je n'ai pas vu, de Jonathan Levin. Qui est curieux, qui est comme un Roméo et Juliette, humain zombie. Ça se peut. Cool. Oh, intéressant. J'aime ça. D'ailleurs, j'ai vu We Are Zombies.
Ah, je l'ai pas vu, moi. Oh, je t'allais Paraît que voir c'est ça. bon, les Fuck, critiques sont man. pas pires. Oui, moi j'ai bien aimé ça. Je trouve qu'ils sont bons pour faire des films cool, les gars. J'avais- Les gars puis la fille, là. Ouais, j'avais pas vu Turbo Kid. Ouais. Mais en fait, j'y connais très peu. Tu sais, moi, j'ai été là une journée de Ouais, tournage. ouais, t'étais très bon d'ailleurs. Pour le Gentil. caméo que t'as fait, félicitations. Je le dis honnêtement, là, je t'ai trouvé ouais, très bon, très juste. C'est un bel univers déjanté, j'ai bien hâte de Ouais. voir. Écoute, je trouve que la musique est bonne. Les plans de caméra, le rythme. Ouais, non, je trouve ils font des films très cool. Ah, good, je suis Ouais, content. non, Ok. ça va être un gros succès. Ben, tu sais, on verra, là, c'est pas moi qui décide. Mais ça risque d'être un succès dans. Peut-être pas De chez le genre? grand public, mais de Ok. genre. Tu sais, un peu comme a été Turbo Kid, mais à un autre Ouais. niveau, là, parce que plus accessible que Turbo Kid encore. Là, tu sais. Non, Good. ouais, Tu c'est sais, vraiment puis moi, j'ai juste fait une journée là-dessus. Puis Ouais. les dernières années, à cause des pays d'en haut, puis peut-être une couple d'autres affaires, les gens, des fois, appellent puis, à l'agence, puis disent ah, tu sais, on a juste un petit rôle, on a juste une journée ou 2 jours ou 3 jours pour Vincent, mais est-ce qu'il considérerait. Puis moi, tu sais, ma ligne directrice a toujours été la même, c'est j'ai-tu de quoi à jouer? Ouais, Tu sais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à jouer? Je m'en fous si c'est 20 jours. Je vais être très content si c'est 20 C'est jours, là. ça. Mais si c'est une journée ou deux, s'il y a de la matière, si je viens pour ouvrir une porte, Ouais. ça dépend. Mais s'il y a de quoi de jouer de cool, ben je suis là, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé pour ça. J'ai lu les scènes, puis j'ai lu le projet, puis j'ai fait, ben oui, go, hein, c'est ça. Écoute, dans les séries, vite, vite, là, mettons que je continue de pitcher des trucs, il y a Sortez-moi de moi, Alerte Amber, Plan B, Transplant, Three Pines. Je me souviens plus que tu avais joué dans Three Pines. Ouais. Léo, Rupture, Les Beaux Malaises, 19-2, 19-2, Ouais. Toute la vérité, Mirador. Puis écoute, il y en a. Là. Je veux dire, je passais à travers ton CV, puis je me suis dit, là, si je fais juste pitcher des affaires dans le même, on en a pour tout le podcast. Fait que si tu permets, on va peut-être oui. Non, je permets. Ok. Je permets, oui. OK. On te connaît comme acteur quand même, tu sais, mais je pense que les gens aimeraient te connaître comme homme, comme qui est la personne, qui est l'humain derrière ce talent-là. Ce que je protège un petit peu, Oui, quand c'est même. avec raison, je te comprends, Ouais, je te ouais. comprends. Puis, parce que moi, ça peut peut-être être envahissant. Je pense qu'il y a du monde qui font le métier pour être connu, puis il y a du monde qui font le métier parce qu'ils ont de l'amour pour l'art. Ben, écoute, être connu, c'est le fun. Puis, tu sais, je suis pas comme Brad Pitt famous, là. Je suis Québec ouais. famous, là, Oui, tu mais sais. Québec, c'est... Puis, tu sais, puis je suis pas Antoine Bertrand ou Louis Morissette Mm. ou Véro Cloutier. Tu sais, tu sais, on me reconnaît. Mais, puis ça, c'est le fun, 1 an. Ouais, c'est Tu ça. sais, puis après, ça demeure agréable de Ouais. rencontrer des gens. Mais mettons le thrill d'être connu, là, tu sais. Ouais. Après, tu sais, t'as fait un peu le tour. Ben, Puis, ça t'as vient. été invité à une couple de places. Puis tu te rends compte de la futilité de la chose. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'utiliser pour choisir les projets. Moi, tu sais, j'ai toujours voulu une chose dans ma vie professionnelle parce que j'ai peu d'ambition. Ma seule ambition, c'est d'être à une place un jour où je pourrais dire non. Mhm. Là, je suis un peu là C'est depuis vrai. quelques années. Ouais. C'est un luxe énorme. Fait que je m'en sers pour ça. Puis de plus en plus pour essayer de jeter la lumière sur des causes, tu sais, Mhm. parce que sinon, ça sert à rien. Tu sais. Ouais. Puis veux pas, ça vient avec une responsabilité, tu sais, dans le sens où les gens vont vers toi, des fois pour partager même des trucs qu'ils ont pu vivre, des choses comme ça. Je sais pas si tu remarques que des gens peuvent s'ouvrir plus personnellement, des fois, juste parce qu'ils pensent te connaître ou des trucs comme ça, ou qu'ils ont vécu des choses avec toi dans telle émission, des choses comme Oui, ça. ben, c'est arrivé. Puis en fait, ça, c'est le bon côté des Mhm. choses. Moi, j'ai eu tendance à penser que ce que je faisais était pas futile, mais du luxe. Mhm. Tu sais, ce qui vient après toutes les autres, tu sais, je pense la pyramide de Maslow, là, tous les Ouais. autres besoins fondamentaux, puis que ce que je faisais était vraiment au bas de la pyramide. Puis une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient me faire un témoignage, puis ça me touche profondément. Tu sais, dernièrement, une journaliste, en fait, à un lancement, qui m'a dit, écoute, puis c'était vraiment pour un rôle de tapon, là, tu sais, Léo, ce que je fais dans... C'est gros ce que je fais dans Léo, là, c'est une grosse compo, puis c'est pas le... Qu'est-ce qu'on dit, le pogo le plus léger de la boîte? Ouais. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais cette journaliste-là m'a dit, écoute, pendant la pandémie, je filais vraiment pas, mais pas juste je filais vraiment pas, là, j'avais des Ouais. idées vraiment noires. Ouais. Puis j'ai vu un épisode où je chante dans l'église, puis elle m'a dit, ça m'a fait tellement rire, ça m'a fait du bien. Puis ça a comme changé
je ne vais pas utiliser la métaphore fusil d'épaule quand on parle de peut-être noirceur et suicide, mais bon, c'est fait. Ouais. Mais elle dit, tu sais, ça a comme changé un peu la direction de ma journée puis ma semaine, puis je voulais te remercier pour ça, puis ça m'a brisé, là, ça m'a ému. Fait qu'une fois de temps en temps, il y a des affaires de même qui sortent que tu fais « Ah, OK, peut-être que c'est pas... » Mais c'est super beau, puis en même temps, c'est troublant, parce que tu dis, mais comment que ça se fait que j'ai le pouvoir d'influencer un peu ce que le monde vit en étant chez nous, en faisant mon métier, en m'amusant, ou en étant juste heureux d'être payé pour pouvoir faire ça. Quand on le fait, notre métier, c'est un luxe énorme. Ben oui. On a du fun à le faire la majorité du temps. Tous les deux, tellement d'amis qui n'ont pas la chance de le faire, puis qui auraient eu le talent pour le faire, mais que malheureusement, le téléphone n'a juste pas sonné, ou pas encore, ou whatever, mais non, c'est une chance quand même. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, en fait, là où je trouve ça le plus difficile, c'est le camping. Okay. Je fais plus de camping au Québec. Ah ouais, je comprends. Oui, je comprends. Ouais. Fait que oui, mais d'ailleurs, tu reviens pas de vacances? Oui. Il me semble que j'ai vu un post comme quoi. Oui, je suis allé, là, je ramène de mes vacances. Là, j'ai fait un post où j'étais en vacances à Terre-Neuve parce que j'ai participé à un podcast sur les Vikings pour Radio-Canada. Tu faisais un Viking? Non, je fais la narration. Ah, cool, OK. C'est super bien fait. C'est un concept suédois qui a été traduit après au Danemark, en Islande, je pense au Canada anglais, puis au Canada français, Norvège, en tout cas les 3 pays scandinaves plus l'Islande. Puis l'habillage sonore et toute la musique, tout ça, qui a été créé par la Suède, est transféré d'un pays à l'autre, puis les narrateurs et les personnages sont changés. C'est fun, puis j'étais à Terre-Neuve, il y a un site viking qui s'appelle Lançon Meadows. Fait que je me suis permis de faire un post pour faire de la promo parce que j'étais sur place. Est-ce que tu aurais un inconvénient à ce qu'on repasse à travers ta vie? Non. Et, on pensait prendre une prise de sang, analyser tout ça. Excellent. Non, mais si tu permets, commençons par le commencement. Parfait. Un jour, tu es né. Oui. J'ai cru comprendre que tu étais né à Trois-Rivières. Trois-Rivières, oui. Baie-de-Scie. Trois-Rivières, Baie-de-Scie. C'est pas mal... j'ai aucun souvenir de Trois-Rivières. Mon père travaillait pour les parcs nationaux. Puis à ce moment-là, il était directeur des Forges du Saint-Maurice, qui sont pas très loin. Je connais. Puis on était là 1 an, puis il a été posté à Forillon. OK. Puis après, ça a été... Forillon Oui, il était directeur de Forillon. Okay. Puis après, on était à Québec. Fait que j'ai été à Québec jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Après ça, 10 ans en Ontario parce que tu es fonctionnaire fédéral, il y a des chances qu'éventuellement tu te ramasses à Ottawa. Okay. Puis j'ai fait c'est pourquoi je parle bien anglais, c'est que mon secondaire a été fait dans une école francophone, mais dans un cadre quand même assez anglophone. Ouais. Mon université aussi à Ottawa. Puis après 1 an d'études à Paris, puis le 7 juillet de cette année, ça a fait 25 ans que je suis atterri à Montréal, autour de Paris. Ouais, ça fait 25 ans de carrière. Ah, félicitations. Merci. Ah, ouais, si on t'aurait soufflé un gâteau. Oui, il y a cheap. On a une plante en plastique. Excellent. Tiens, tu peux faire ce que tu veux avec. Je t'ai fait un vœu. Un autre 25 ans, mettons. 25 ans, idéalement, oui. Mais mettons qu'on analyse ça un peu. Là. Je ne savais pas du tout que ton père travaillait pour les parcs nationaux. C'est assez cool, pour vrai. Est-ce que tu penses que c'est de là que te vient l'amour un peu du camping puis de la nature? Oui, on en faisait un peu. Puis aussi, j'ai été... encore quelque chose qui a nourri mon anglais puis ma connaissance de la culture anglophone, ou des cultures anglophones. J'ai travaillé dans un camp je suis allé dans un camp d'été à partir de 15 ans comme campeur, puis après j'ai été moniteur, puis comme j'ai gravi les échelons d'un camp anglophone. Okay. Je salue les gens du camp Nominingue d'ailleurs, qui est un magnifique camp qui, moi, a littéralement changé ma vie. Fait que depuis ce temps-là, c'est sûr que la nature, le camping... Ouais. Tu faisais quoi? Genre, t'amenais les jeunes en canot, tu tirais C'était un camp qui avait un peu tout ça, mais moi j'avais une spécialité, ce qu'on appelait campcraft, là, faire un feu sous la pluie, le maniement de la hache, monter un camp. Mais c'était un camp qui avait une orientation principale de canot camping. Okay. Il y avait plein d'autres activités, mais c'était ça qu'on faisait beaucoup. Fait que Papineau Labelle, la vérandrie, je les connaissais assez bien quand même. Fait que c'était dans ton ADN un peu, Séraphin, en bout de ligne. Tu te ramassais dans le bois avec une hache. Mais c'est vrai. Tu sais, comme, aujourd'hui, Vincent, on aimerait ça, tu coupes du bois. Je suis comme, ouais. OK, pas de trouble, ça va bien. Je te parle ça va bien. Feu, en crachant dessus, tu peux faire ça. Mais tout ça, je me sentais vraiment à l'aise, là, effectivement. Ah ouais, c'est fou comme la vie nous rattrape d'une certaine façon. Le cheval, j'ai eu à apprendre, mais quand tu fais du canot camping, il y a peu de chevaux.
Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, ça coule. C'est dur de pagayer sur un chevaux. Effectivement. Ben, un moment, ça flotte, mais un moment, ça arrête de flotter. Fait que tes parents n'étaient pas du tout dans le milieu des arts. Non. C'était pas une maison sans culture. Ouais. Mon père avait étudié en littérature, Ok, puis ma cool. mère venait d'une bonne famille. Fait qu'on avait, on avait quand même de la musique, un peu de théâtre à la maison. Puis il y avait un ami d'enfance de ma mère qui s'appelle Yves Jacques, Arrête donc. que je suis allé voir assez jeune au théâtre. OK. Quand je venais à Ottawa, surtout là, comme adolescent, puis qui a quand même eu une influence, qui a été un peu mon mentor aussi, parce que c'est lui qui m'a conseillé d'aller étudier en Angleterre. Okay. Puis j'ai choqué, puis j'avais une amie qui allait auditionner à Paris. Je pense que j'ai eu peur de Shakespeare. Puis finalement, je me suis ramassé à Paris. Mais quand j'étais à Paris, lui était dans les premières années de sa carrière parisienne. Il jouait au Palais de Chaillot, puis tout ça. Fait qu'il s'est occupé de moi, il m'amenait à des premières, tout ça. Cool. Puis j'ai rejoué avec lui récemment, très brièvement, dans Les Jours heureux de Chloé Robichaud. C'était après 25 ans, on se retrouvait sur un plateau. C'est hâte. Et un film qui s'appelle Le Successeur de Xavier Legrand, qui est un film réalisé par un Français, Xavier Legrand, dont le premier film a été césarisé, je pense, ça s'appelait Jusqu'à la garde. J'avais un petit rôle là-dessus, puis Yves aussi. C'est hâte. Et il fait aussi une voix dans Viking, fait qu'on a décidé qu'à partir de maintenant, on prenait juste des contrats quand l'autre Bonne idée. Ouais, ça va être ça. Ça t'a fait quoi de te retrouver un peu avec ton mentor qui t'a comme dit jeune? Ah ouais, mon homme m'a dit. Ça m'a fait immensément plaisir. C'est sûr que j'ai pensé à ma mère qui n'est plus de ce monde, mais qui souriait d'en haut, là, c'est sûr. C'est un de ses bons amis avec son fils. Oui, c'est un ami de longue date. Fait que non, ça m'a fait vraiment plaisir. Un beau petit clin d'œil de la vie. Ben oui, mais c'est très cool. Ta première expérience artistique, est-ce que tu te souviens? Attends, avant ça, oui, mettons ça. Tu vois, ma première, ça serait dans des cours d'art dramatique. OK. En fait, secondaire? Oui, secondaire. À jouer, ouais. En fait, il y a plein d'acteurs qui ont des grands moments de révélation, qui vont, j'ai été acteur parce que j'ai vu tel show, machin. Moi, c'est banal, mais ça a changé toute ma vie. J'ai fait au Petit Séminaire de Québec mon secondaire 1, puis il y avait de l'art plastique comme cours optionnel. Et j'ai adoré ça. Poterie, dessin, fusain, machin. Et cette année-là, on a déménagé à Ottawa. Donc, je suis passé de secondaire 1 à 9e année. Et le cours optionnel, en 9e année, tu avais deux choix. En fait, tu avais un choix en deux options qui étaient le art dramatique ou art plastique. Okay. Et je me souviens du moment à table avec ma mère à remplir mon formulaire d'école. Puis à faire, je vais prendre art plastique. Puis elle dit, tu as fait art plastique à Québec, essaye art dramatique une session. Si tu n'aimes pas ça, tu changeras. Fine. Petit crochet dans la case. Et ma vie a fait. Je trouve ça beau que tu te souviens de ce moment-là. Je me souviens de ce moment-là. Je me souviens de la écrit. table en pain là, dans la cuisine. Tu t'as beau dire, il y a du monde qui doute du destin, ces trucs-là, mais tu sais, en quelque part, toi, tu te souviens complètement de cet événement-là. C'était banal. C'était un moment banal qui a tout changé. Si tu avais coché l'autre case, tu serais peut-être pas ici aujourd'hui. Là, tu serais peut-être en train de sculpter un dude tout nu quelque part. Ce qui est pas. Non, ce qui est pas mal, mais tu sais, comme c'est pas ça. T'sais. Non, c'est pas ça. En fait, il y a deux, je sais qu'on dit en anglais, on bifurque, we digress. Il y a deux décisions très, très importantes qui ont eu un impact énorme. Les deux plus importantes dans ma carrière, c'est cette décision-là. Je n'avais pas de carrière encore, mais... Et pour les pays d'en haut, j'étais, j'en ai pas souvent parlé, la semaine où il fallait que la production des pays d'en haut fasse une décision à mon égard, c'était pas évident parce que je pense que Radio-Canada voulait pas que ça soit moi. C'était le réalisateur Sylvain Archambault qui s'est battu pour moi. Fait que j'ai eu 2 ou 3 auditions. Et la même semaine, il y avait une série de HBO, une série historique, il y a des souris dans le studio. Oui, des grosses souris. J'avais passé une audition pour participer à un projet historique qui s'appelait Lewis and Clark, qui sont des explorateurs américains qui ont cartographié une partie des États-Unis. C'est pas Lewis and Clark Superman, là. Non, Lewis and Clark, des géographes, je pense. Et c'était Casey Affleck et Matthias Schroeder, un magnifique acteur... en tout cas européens, qui devaient jouer les rôles principaux. Puis les producteurs, c'est genre Edward Norton, Brad Pitt,
Tom Hanks, c'était comme... Toutes des inconnus. C'était immense comme projet. Ouais. C'était un minimum de 75 jours de tournage, 1 mois d'entraînement, canot, tir à l'arc, s'occuper des trapper, machin, tout ça. Parce que Lewis and Clark était suivi par une grosse, une cohorte de guides autochtones, de soldats, machin, tout ça. Puis moi, j'allais faire partie de cette équipe-là. Je ne savais pas trop quel rôle, mais ils voulaient me signer. Puis c'était 6 fois 1 heure. Puis en même temps, il y avait Les Pays d'en haut, peut-être Séraphin, 10 épisodes. J'avais lu la matière, je savais ce qui m'attendait. Mais ça allait être comme, tu sais, une couple de 100 000 $ de salaire, HBO, machin. Puis si j'avais été moindrement ambitieux, quand on m'a offert, en fait, il fallait qu'à 5 heures le vendredi après-midi, HBO ait un oui ou un non. Fait que mon dernier appel a été, pour Les Pays d'en haut, a été fait le vendredi matin à 10 heures pour qu'à 11 heures, il puisse partir avec le tape et qu'il aille à Radio-Canada. Puis j'ai eu à 5 heures moins quart, dans la voiture, l'appel comme quoi j'avais eu Les Pays d'en haut. Puis j'ai décidé de prendre Les Pays d'en haut parce que la matière était belle. Je te disais tantôt, j'ai-tu de quoi à jouer? La matière était beaucoup plus intéressante que ce que j'aurais à faire dans le show d'HBO. Puis, tu sais, ça a bien été, Les Pays d'en haut. Mm-hmm. Je connais 4 francophones qui sont allés faire cette série-là, 4 acteurs que les gens connaissent bien, que je nommerai pas. À HBO, tu veux dire, la série américaine? Oui. Et ils ont fait le mois d'entraînement, ils ont commencé à tourner. Finalement, il y a eu un différend entre le réalisateur et le producteur. Ils ont mis la production sur hold et la production n'est jamais revenue. Tu vois? Fait que si j'avais choisi HBO, j'aurais pas de carrière aujourd'hui. J'aurais quelque chose de complètement différent. C'est fou, hein? Fait que depuis ce temps-là, je vais vers la matière parce que ça m'a toujours bien servi. Pas vers le glam, pas vers ça va être tellement bon pour ma carrière, blablabla. Mm-hmm. Je vais vers la matière. Je trouve que c'est une super philosophie que tu as, puis je pense qu'en bout de ligne, ça ne peut que te servir. Tu sais, dans le sens où le glam, comme tu dis, c'est tellement éphémère, ça ne dure pas. Tu sais, puis en fait, ça aurait été une mauvaise décision. Fait. Mais je pense que ça fait avec le fait que j'ai pas d'ambition, là, tu sais, mais c'est plus nourrissant à long terme aussi, tu sais, puis c'est plus facile de confirmer de semaine en semaine, de jour en jour, pourquoi tu fais ce métier-là. Ouais. Puis tu sais, Les Pays, ça a duré 6 ans, 7 saisons, 6 saisons. Toi, t'étais là combien de temps? Les 2 premières. Juste les 2 premières? Oui, juste les 2 premières. Ah, du Cresson, un beau personnage. J'ai eu du fun à faire ça, j'ai bien du fun. Puis c'était tellement un bel univers. C'était tellement un chaleureux tapon. Là. Ah oui, j'aimais ça. Moi, je suis bon des niaiseux, des épais. Non, mais tu sais, puis en plus, c'était comme le rêve de jouer dans un bar western avec la boucane. Puis tu t'en souviens sûrement, mais le directeur photo, puis Sylvain adorait la vraie boucane, plutôt que la boucane. Fait que je faisais fumer les figurants des gros cigares de marde. Puis écoute, on voulait mourir, il n'y avait plus d'oxygène là-dedans. On puait en sortant de là, on toussait, il faisait chaud. Mais je retournerai demain matin. Ben oui, moi aussi. Je m'ennuie de ça. Ben, je comprends. Mais ça, sur 6 ans, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression justement que la matière s'essoufflait ou tout le long, tu t'es dit, non, OK, j'ai encore des trucs à jouer? Non, parce qu'il y a comme quelque chose qui est arrivé. Je pense que Gilles Desjardins, l'auteur, était super content de mon travail et moi du sien. Fait qu'on se poussait un peu. Tu sais. Il l'a dit, il a dit en entrevue qu'il me faisait faire des affaires les dernières années qu'il ne pensait pas qu'on pouvait faire. Puis qu'il essayait tout. Tu sais, he was pushing the envelope, comme on dit. Il essayait des nouvelles affaires, puis ça finissait tout le temps par marcher. Puis non, j'ai eu des défis. Puis moi, cette série-là a été un labo pour moi. J'ai essayé des affaires. J'ai comme découvert comment travailler, l'importance des accessoires, l'importance des costumes, comment utiliser ça. Ben, t'as pas le choix en plus dans des trucs d'époque comme ça, parce que ça fonctionne pas de la même façon. Il faut que tu saches comment manipuler ça. Oui, mais la présence d'un accessoire dans une scène aussi, tu sais, ça me permettait des... Tu sais, par exemple, l'exemple que je donne souvent à des gens qui connaissent moins ça, si tu as quelqu'un qui a une table, mettons, puis qui est en train d'écrire une lettre et qui pleure, mettons que ça, c'est la scène. Si tu rajoutes une bouteille d'alcool sur la table, la scène va se lire différemment. Si la bouteille est presque vide, la scène va se lire différemment. Si tu as un gun sur la table puis qu'on fait juste le voir, la scène va se lire différemment. Tu sais, l'importance de choses comme ça, qui sont des détails, mais qui peuvent changer complètement la lecture d'une scène. Tu sais. Fait que ça a été un super labo pour moi, cette chose-là. As-tu eu l'impression que le réalisateur te faisait confiance puis que tu pouvais aller un peu n'importe où? Était-tu dur avec toi? Il te ramenait? Non, en fait,
on ne parlera pas de ce qui est arrivé à Sylvain après, mais dans le travail, Sylvain, c'était vraiment un trooper qui poussait dans la bonne direction. Oui, qui parlait fort, qui pouvait être Tony Truant, mais moi, avec qui j'ai eu un super rapport, puis j'ai senti très, très rapidement qu'il me faisait confiance. Et je pouvais remettre en question ses décisions, pas pour être smart, mais juste parce que pendant des années, j'ai entendu des acteurs dire « Ouais, j'ai eu une rencontre avec mon personnage. » Puis je faisais « Hey, fuck off, man. » C'est tellement complaisant comme réflexion, puis comme commentaire. Puis moi, pour les pays d'en haut, je peux dire que j'ai eu une rencontre avec mon personnage. Mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Je savais pertinemment dans chaque scène où il devait être dans la pièce. C'est ce qu'il devait faire. Il y avait comme, je savais que je comprenais la scène comme un échiquier. Je savais où mon pion devait être parce qu'on était dans un univers de conte finalement. Fait que c'était comme, tout était un peu amplifié. C'est pas du réalisme. Fait que tout était signifiant, les accessoires, la place que tu occupes à la table, tout ça. En tout cas, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai beaucoup appris. Puis j'ai eu de très bons rapports avec notre réalisateur et les réalisateurs par la suite. Écoute, c'est le genre de choses dont j'ai jamais vraiment entendu parler comme acteur, mais que j'ai réalisé une fois que j'ai commencé à tourner, le rôle d'un leader dans un show. C'est le rôle du numéro 1, du numéro 2 dans... c'est très important pour moi. C'est super important. Ouais. Puis tu l'as parce que si ton numéro 1 sur un show est bête, puis que surtout dans les pays d'en haut, il passait tellement de monde, tellement de figurants, tellement d'avoir quelqu'un qui les accueille pas. Tu sais, quand tu viens juste pour une journée de tournage, puis que tu es nerveux, puis tu connais pas la gang, puis toi, tu as tout le temps été chaleureux. Je me souviens de te voir aller saluer le monde, de te voir être sympathique avec tout le monde, puis les accueillir, puis de leur montrer l'espace. Je vais te lancer c'est super gentil de le noter. Ouais. Moi, j'ai appris ça, je l'ai dit souvent, puis il l'a probablement entendu, sans que ça soit forcé, mais j'ai vu sur René Lévesque Emmanuel Bilodeau. OK. Travailler. Ouais. Puis j'ai compris qu'être numéro 1 ou 2 ou 3 sur un show, c'est comme inviter du monde à la maison. Tu invites du monde à souper chez vous. Parce que toi, tu es là tout le temps. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu fais que tu es comme, hey, t'es-tu correct, tu veux-tu un verre d'eau, ça va-tu bien, tu comprends-tu? Aujourd'hui, il va se passer telle affaire, inquiète-toi pas, machin. Tu sais, c'est chez nous, puis je veux que les gens soient à l'aise. Ouais. C'est un gros party. Puis tu sais, les pays d'en haut est arrivé à 40 ans. Puis fait que j'ai fait comme un 15-20 ans de carrière de une journée ou deux sur un projet. Pourquoi tu... Non, c'est parce que je repensais à ta chanson de 40 ans. Oh God, oui. Excuse-moi, on y viendra peut-être. Mais tu sais, fait que moi, une journée sur un plateau ou 2 jours ou 3 jours, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Fait que je sais c'est quoi le sentiment de se retrouver sur un nouveau plateau. Puis ça m'arrive encore en anglais parce que j'ai pas la même carrière en anglais, mais j'aime ça parce que j'ai toujours l'impression d'avoir une première journée d'école. Mais ce sentiment-là, je le connais. J'ai été de l'autre bord. Fait que je m'assure que les gens soient doublement à l'aise parce que c'est là qu'ils vont donner leur meilleur. Exactement. Anyways. Oui, moi, je trouve ça hyper important comme rôle. Parce qu'on pense que c'est juste le réalisateur qui est comme le numéro 1, mais lui, il gère tellement d'affaires. Il n'a pas le temps de rassurer un peu les autres. T'sais. Fait que si l'acteur a comme des breaks et qu'il peut être là, en tout cas, je trouve que tu as bien embrassé ce rôle-là. Dans les pays d'en haut, je n'ai malheureusement pas retravaillé avec toi depuis. Mais Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai. Quand tu abordes un rôle, de quelle façon est-ce que tu le travailles? Est-ce que tu, par exemple, pour Séraphin, ou si tu as d'autres exemples, est-ce que tu es le genre de gars qui va se mettre à écouter la musique que ce personnage-là écouterait? Est-ce que tu vas commencer à agir de la même façon? Est-ce que tu vas trouver des accessoires qui vont te faire penser à lui? C'est intéressant parce que j'ai pas de méthode. Ça, pourquoi je me suis rendu compte que je ne ferais pas un très bon coach. Ma copine, Mélanie Pilon, qui est actrice et réalisatrice, elle coach. Tu sors avec Mélanie Pilon? My God, je voulais pas en parler. On m'avait dit, surtout va pas là. elle le fait très, très bien. Ouais. Elle a une école, non? Elle a son école, Mélanie? Oui, elle donne ses ateliers. Okay. Mais moi, j'ai comme pas de méthode. Fait que j'aurais un peu l'impression que c'est les aveugles qui guident les aveugles. Il n'y a jamais... Je pense pas que je fais jamais la même chose. C'est sûr que j'essaie toujours de me documenter le plus possible, de savoir avec qui je vais tourner comme réalisateur, de savoir... Est-ce que tu écoutes ce qu'il a fait, mettons, avant? Ça m'est arrivé. Si c'est une série qui est déjà en ondes, évidemment, je vais me la taper, de comprendre l'univers dans lequel je suis et de savoir...
Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris sur le tard. À quoi sert mon personnage? OK. Parce que souvent, on a l'impression, on a tendance à faire, bon, ben c'est mon histoire, blablabla, puis faire, s'arranger pour avoir plein de backstory, mon histoire, mon nombril, mon machin. Ouais. Mais si mon personnage sert juste à rendre la protagoniste principale, mettons, triste ou amoureuse parce que dans l'histoire, ça mène à ça, ben ma job, c'est ça. Savoir quel morceau du puzzle je détiens. Ça peut simplifier les choses, peut-être les complexifier, mais je trouve que c'est vraiment important. Puis après, il y a toujours une recherche au niveau physique ou depuis les pays d'en haut, ça m'a bien servi, j'essaie de disparaître dans le personnage. Parce que, un, je pense que c'est notre job, puis deux, parce que les pays d'en haut a tellement été marquant que je savais dès la prochaine job qu'il fallait que j'aille complètement ailleurs, parce que sans ça, je serais pogné dans le même... C'est ça, c'était un danger en acceptant ce rôle-là, parce que c'est arrivé pour le premier qui est... Comment il s'appelle? Jean-Pierre Masson. C'est ça, Jean-Pierre Masson. C'est sûr que on n'est plus dans le même milieu, puis les mentalités des gens ont changé, mais je voulais pas jouer le roux poilu désagréable toute ma vie, ou même le méchant. T'as-tu eu peur qu'on te compare trop à lui, dans le sens où t'as vraiment proposé autre chose que ce que lui faisait? Parce qu'après ça, je savais qu'on allait complètement ailleurs. Puis non, ça m'a pas inquiété. Puis c'est arrivé à l'époque que les journalistes m'avaient demandé si tu n'avais pas peur de prendre ce rôle-là. C'est comme, parce que si j'avais le choix entre ça puis retourner à faire des jobs d'une journée puis des jobs de 2 jours, là, on m'offrait 40 jours sur un gros remake. Le choix n'a pas été très difficile. Là, je comprends. Parce que c'est sûr que c'est une pièce d'anthologie dans l'histoire, mais maintenant, t'en fais partie. Tu as réussi à rehausser l'anthologie québécoise. De m'être inscrit dans cette espèce de lignée, c'est pas arrivé avec d'autres choses, de m'être inscrit dans cette espèce d'héritage-là, de participer à quelque chose qui est une œuvre qui est plus grande que ce qu'on a fait. C'est un morceau. La métaphore est boiteuse, mais la seule comparaison que je peux faire, c'est avec Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, où il y a eu tellement d'avatars, tellement de versions différentes au niveau littéraire. Puis les deux sont partis d'un petit roman, The Hobbit, puis Un homme et son péché. Puis après, les univers se sont développés. Mais donc, c'est ça. Moi, on fait un morceau dans cet univers-là. C'est beau, c'est une belle comparaison. Je trouve que c'est le fun. Il n'y en a pas d'autres vraiment comme ça. Fait que, écoute, si tu permets, j'aimerais ça, à moins que tu veuilles qu'il y ait d'autres choses que tu veux rajouter sur ça, peut-être qu'on y reviendra tantôt. Non, les pays, on en a parlé. Parce que je suis curieux de savoir un peu d'où ça a commencé, parce que dans le fond, tu as fait ton cours, finalement, tu as coché la bonne case à Ottawa, puis après ça, tu as suivi ton cours en art dramatique au secondaire, puis après... Yves, à un moment donné, t'a dit comme tu devrais pousser là-dedans. J'ai fait théâtre, j'ai fait université, puis encore une fois, j'ai université de ville de théâtre. Parté. Parce qu'en lisant ça, je savais que tu venais d'Ottawa, puis en voyant que tu as fait l'université là-bas, je me suis dit, mais pourquoi tu choisis d'aller faire ton université à Ottawa? J'étais là. Mais c'est ça. Non, j'ai comme un peu suivi la rivière. J'ai pas tant de mérite que ça. À partir du moment où j'ai signé art dramatique, ça m'a amené à art dramatique, à théâtre, à du parascolaire. Je vais aller à l'université Paris, ça vient de où? Paris, c'est Yves. J'avais une amie qui m'a dit... Ton ami qui s'en allait là-bas? Mon amie, elle auditionnait pour des écoles à Paris. Puis j'ai fait « Hey, t'as-tu besoin d'une réplique? » Puis finalement, j'ai étudié quelques mois à l'école Florent, qui est assez connue, mais que moi, j'ai trouvé absolument détestable. OK. À cause de la dynamique? Il n'y avait pas de respect pour le travail, je trouvais. Tout le monde qui était là voulait être un peu une vedette. C'était un peu l'antichambre du conservatoire. Tout le monde allait au cours Florent en espérant être pris au conservatoire de Paris, puis faire du cinéma, puis machin. Puis moi, j'allais vraiment là pour travailler avec aucune intention de... Non, j'ai des insides. J'allais dire, c'est comme le Sainte-Thérèse de... Fais attention, je connais une Mélanie Pilot qui t'ouvrait... Ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie, la copine de Vincent, est une bonne amie à moi, puis on s'est niaisé beaucoup ses écoles de théâtre. Oui, monsieur avait fait l'École nationale de théâtre du Canada. Puis Mélanie avait fait Sainte-Thérèse, puis... En tout cas. C'est ça. C'est une très bonne école Sainte-Thérèse. Toutes les écoles, c'est qui est trop tard, le mal est fait, frère. Ouais, je sais. Le mal est fait. Mais tu me demandes pourquoi je ris. Fait que c'est ça, Puis après, j'ai rencontré des Québécois sur place qui étaient à une autre école qui s'appelait l'école Claude Mathieu. Fait que j'ai passé de décembre ou peut-être de janvier à juillet dans cette autre école-là, où là, on travaillait. J'ai travaillé comme un fou. J'ai encore des amis que j'ai rencontrés à cette école-là. Puis ça a été un moment quand même assez charnière
dans ma formation. OK. Ce qui m'explique pourquoi, après ça, tu as fait des shows là-bas puis de la tournée. Il me manquait des morceaux dans cette histoire-là. Ah non. Non, c'est pas du tout la... Non. C'est un show québécois. C'est un show québécois. Okay. Tu parles de La Belle et la Bête? Ouais. Une pièce de théâtre. Tu t'étais fait mal, je pense, non? Oui. Je remplaçais pour la tournée internationale. C'est un show qui avait été créé par Bénédicte Descaries et François Papineau. OK. Les gens de 4DR avaient créé ça au TNM. Puis pour la tournée américaine et internationale, ils cherchaient un acteur bilingue. Fait que j'ai auditionné, je l'ai eu, puis on était en France, on était en Corée, on était aux États-Unis, à Taïwan. Tu faisais la bête? Je faisais la bête. Arrête donc! Ouais, je faisais la bête. OK. C'est un beau show, très visuel, comme tout ce que fait 4DA. Puis, mais c'est ça, je me suis blessé à Paris, puis j'ai pas pu faire la tournée française, mais je suis revenu plus tard après. OK. Dommage. Très dommage. Fait que là, tu reviens à Montréal. Ouais. Là, est-ce que tu as déjà une agence ou tu avais quelqu'un qui... Non, j'ai une amie avec qui j'avais travaillé à Ottawa qui, elle, était dans une petite agence qui m'a fait rentrer là. Et j'ai eu plus de chance en anglais au départ. Ouais. Accès à plus de... J'ai fait beaucoup de pubs, mais les petits rôles ont commencé plus en anglais parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de star system en anglais. OK. Puis, oui. Les gens vont peut-être être surpris de l'apprendre, mais il y a quand même un très, très bon marché pour la télévision et le cinéma à Montréal, que ce soit du Canada anglais ou de l'américain qui vient ici. Puis, j'ai commencé à travailler plus en anglais qu'en français au début. Ça a été un petit job qui a mené à un autre petit job. J'ai vraiment eu une carrière peut-être un peu comme ma formation. Tu sais, je me suis un peu laissé porter, mais tu sais, vraiment graduel. Ce qui fait que quand tu es arrivé, les pays d'en haut, qui a comme été un peu le breakthrough dont on parlait tantôt, je pense que j'étais prêt. Tu sais, je sais pas, les gens disent, il sort d'où? Ben, ça fait 15 ans qu'il fait plein de petits rôles, puis d'affaires, puis de rôles un petit peu plus substantiels, comme par exemple Piché entre ciel et terre, des choses comme ça. Donc, tu reviens au Québec, tu finis par trouver ton agence, tu as des premiers contrats. Dans tes CV, j'ai vu que les premiers contrats commençaient en 2002 à peu près. C'est pas mal dans... J'étais en 98 peut-être que les premiers... oui. C'était de la pub avant ça, puis j'ai travaillé un petit peu en tourisme dans une boîte où travaillait ma sœur quelques années. On la salue d'ailleurs. On la salue. Genre accompagner du monde à l'aéroport, les amener en ville, s'occuper des valises, des restos, machin. Puis après, peut-être à partir de 2002, ça a commencé à être juste ça. Je pense, j'ai pas eu une autre job depuis 20 ans. Ce qui fait que je suis pas un adulte très fonctionnel. Aux grandes dames de certains de mes amis et ma sœur qui elle a une job d'adulte. Il y a quelques années, puis elle m'en parle encore, elle me parlait des RH. Puis moi, j'ai fait c'est quoi les RH? Puis j'ai 43 ans, mettons, elle dit Vincent, les ressources humaines. Je suis OK. Excuse-moi, j'en ai jamais eu des. Je suis peut-être un tapon, mais il y a plein de choses que l'adulte normal connaît qui m'échappent complètement. C'est vraiment un monde qui est un peu à côté de la réalité, dans le sens où, moi, quand le monde me disait « Hey, on a un chalet, tu viens-tu? » Je fais comme « Ben, je peux pas, moi, je travaille en fin de semaine, j'ai pas dans... » Puis à l'inverse, moi, aller faire du magasiner un mardi matin, ça se peut, parce que je travaille pas le mardi matin. Ce qui est tellement merveilleux, parce qu'il n'y a personne au Costco. Effectivement. Mais aussi, ça, c'est un jour férié. Voyons comment ça, tu sais pas. C'est quoi ça, un jour férié? Parce que je sais pas c'est quoi un jour férié. Je sais ce que c'est dans l'essence, mais c'est les vacances de... Les vacances, ça dépend des contrats. Si des contrats, il n'y a pas de vacances, parce qu'il faut que ça continue à rouler, puis il faut que... Il n'y a pas les adultes fonctionnels. Non, mais c'est ça, mais c'est une partie que les gens connaissent pas, ils pensent que c'est juste glamour, puis que, on est là, on vit notre rêve, puis à un moment donné, j'étais en voyage, j'étais dans le nord de la Thaïlande, perdu dans une petite place qui s'appelle le Cave Lodge, dans les montagnes, à la limite du... c'est du Cambodge, du Zara, je me souviens plus. Puis j'ai rencontré un gars qui venait de la Hollande, qui avait fait fortune en vendant une application. C'est une longue histoire pour te dire qu'à un moment donné, je suis assis à un feu avec lui, puis il me présente à des amis, puis ils me disent, il dit, ça c'est Fred et Fred, parce que ma blonde s'appelle Fred aussi, un scénariste et comédienne. Il dit, ça c'est Fred et Fred, et eux ils vivent leur rêve. Ouais. Puis j'ai fait comme, wow, attends une minute, tu parles-tu de moi? Ah, c'est drôle, j'ai une histoire comme ça, moi aussi. À un moment donné, quand j'ai acheté mon premier condo, pas que j'en ai 16, là, mais tu sais, j'en ai acheté, puis après je l'ai vendu, puis machin. J'étais, il y a plusieurs années, j'étais à l'aéroport avec 3 chums, puis on allait à Vegas. Et j'attendais mon dernier rapport d'impôt. Je pense qu'il faut que quand tu achètes, tu as besoin des 3 dernières années de rapport d'impôt. Puis,
mon courtier en hypothèque attendait de ces nouvelles-là, blablabla, tous les documents. Puis on était en attente du vol. Là, l'embarquement se faisait dans 15-20 minutes. Puis les gars m'ont entendu au téléphone. Puis on s'est mis à parler de salaire. Ce qu'on ne fait pas. En tout cas, dans ma famille, on n'a jamais parlé de salaire. Entre amis, on ne parle pas de salaire. Moi, j'ai des amis qui pensaient que je faisais comme 800-900 000 $ par année. Même dans mes bonnes années, beaucoup, je ne sais pas combien tu fais toi par année, mais moi, je suis à des années-lumière de ça, même dans mes bonnes années, tu sais. Mais les gens pensent qu'on est millionnaire, en tout cas. Parce qu'il se fie sur les Américains qui, eux, gagnent des trucs de fou. Si tout ce que j'ai fait, je l'avais fait aux States, là, je te parlerai même pas aujourd'hui. Mais c'est ça. Tu n'aurais pas besoin de... Tu m'enverrais ta secrétaire me parler. J'aurais envoyé quelqu'un d'autre. Mais on s'est mis à... Puis tu sais, j'avais un gars qui était producteur dans un cirque, un gars qui était dans des gros comptes clients à la banque, un gars qui était avocat. Ça, c'était mes chums. On s'est mis à parler de salaire. On s'est mis à parler de salaire. Puis les gars faisaient tout plus que moi, pas mal plus que moi des fois. Puis ils m'ont dit combien tu as fait cette année-là. Puis je leur ai dit, puis ils ont fait combien tu as travaillé de jours cette année. Puis je dis ben ça dépend là, sur le plateau tant de jours, mais en prep machin puis tout ça. Puis ils m'ont dit moi j'échangerais mon salaire puis ma vie demain matin pour la tienne. Oui, pour l'espace qu'on a. Puis ce que tu fais comme travail, puis l'espace qu'on a aussi, puis le fait de vivre de ta passion. Puis cette affaire-là, ce moment-là a changé, moi aussi, ma vision de la chance que j'avais. La chance que j'avais d'exercer ce métier. Une qualité de vie qui est différente dans le fait de ne pas devoir répondre tout le temps à la même heure avec quelqu'un, puis de savoir... Moi, en tout cas, il y a des gens que ça l'over-angoisse, l'idée de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner la semaine prochaine. Moi, ça, c'est une partie qui, en vieillissant avec les responsabilités des enfants à la maison, ces trucs-là, ça, toi, tu as une famille en plus stressant. Moi, j'ai pas ce stress-là, tu sais, je suis responsable de moi-même seulement. Tu sais. Mais quand même, tu sais, je veux dire, je sais que tu es propriétaire aussi, tu sais, à un moment donné, quand tu arrives à un creux dans une carrière, un moment, tu fais comme tabarnak, ça vient-tu de finir, là? J'étais-tu comme... les 6 derniers mois, j'ai pas vraiment travaillé. Tu sais, ma dernière grosse... Là, je vais tourner cet automne un beau projet, mais... Mais ça fait pas longtemps que tu as eu la confirmation de ça, non? Non, ça fait pas longtemps. J'ai fait 3 jours sur un film français au printemps, Le Balado. Tout dernièrement, 3 jours, j'ai remplacé à pied levé Vincent Guillaume Otis dans une série. Mais tu sais, 6 jours de tournage depuis décembre dernier. J'étais comme, OK, c'est-tu ça peut être long, une page qui vient de se tourner, mon casting a changé, tout ça. En tout cas, c'est un métier merveilleux. Comment tu t'es senti pendant ces 6 mois-là où soudainement, parce que tu as roulé, on va le dire, tu as roulé beaucoup depuis, mettons, Séraphin, là, puis soudainement, ça ralentissait. Est-ce que tu t'es senti je me suis posé des questions sur ma pertinence. Me disant peut-être que... Excuse-moi, on boit de la bière, fait que ça se peut des rapports. De bruit. Oui, on passe à la pause. Sur ma pertinence, en fait, je me demandais si... Je me disais peut-être que j'inspire plus les créateurs. Tu sais, ça se pourrait. Puis peut-être que je suis dans une passe qu'on appelle le casting, tu sais, l'image que tu renvoies. Peut-être que je suis entre deux. Je suis rendu à des rôles de papa, c'est sûr, mais peut-être qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec moi pour l'instant. Fait que, surtout sur la pertinence. Puis je me disais peut-être qu'on s'était tanné de moi aussi. Puis tu sais, je pense que ça arrive à tout le monde de se poser ces questions-là. C'est dangereux d'être confortable à un moment donné, puis de penser... Oui, mais tu as raison à ce niveau-là. Le confort, moi, pas qui a été mon ennemi, mais je suis un de ceux qui croit qu'on croit du verbe croître dans l'inconfort. Absolument. Pas le malaise, mais l'inconfort. Tu sais, je pense que les jobs dont je suis le plus fier, c'est les jobs où je me suis dit au départ que j'ai aucune idée comment je vais faire ça. Vraiment. Puis là, dans cet inconfort-là, je pense avoir gagné quelque chose. Tu sais, je pense m'être amélioré ou du moins m'être dépassé. Puis le doute a toujours été étrangement, peut-être parce que je n'avais pas fait l'École nationale de théâtre du Canada ou Sainte-Thérèse. Tu sais, être à Montréal, là où tes contemporains, c'est des Sébastien Ricard, puis des Patrick Yvon, puis des Max Caudette, tu sais, tout ça. Puis de moi d'arriver de l'Université d'Ottawa, j'ai toujours un sentiment d'imposteur jusqu'au pays d'en haut, mais ce qui fait que le doute m'a toujours fait travailler. Ma méthode, en fait, on parlait de méthode plutôt. Moi, ma méthode, ça a toujours été de m'assurer que j'étais le gars le plus préparé sur le plateau où j'allais travailler demain matin.
même pour les pubs, je croisais des gars, quand j'allais à des castings de pubs, qui arrivaient, puis qui, bon, c'est quoi le concept? Puis qui, tu sais, 5-10 minutes avant de rentrer dans la salle d'édition, ils lisaient le concept dans la salle d'attente. Moi, ça faisait 2 jours que je bossais ce concept-là. Ouais. Pour arriver avec quelque chose qui va être juste, mais quelque chose qu'ils n'auront pas vu de la journée des 40 gars qui en casting depuis 9 heures. Et je pense que c'est ça m'a servi ton nom, puis ta réputation, parce qu'à chaque fois, le monde font comme, OK, il arrive prêt, il est là, puis exactement. Une petite roche à la fois, tu construis une statue. En pub, puis peut-être même en fiction, je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte qu'on me rappelait, même quand j'avais pas la job, parce que, tu sais, les gens ne le savent pas, mais les agents de casting, ceux qui nous convoquent en audition, ils sont engagés par les producteurs. Ouais. Ou Yoplait, ou Volkswagen, machin. Puis il faut qu'eux, ils présentent des comédiens à leurs clients qui ne vont pas perdre leur temps. T'sais. Puis moi, je savais que peut-être que je n'avais pas de job, mais j'essayais tout le temps qu'il se passe de quoi. Fait que les agents de casting pouvaient faire Vincent Leclerc, on va l'appeler. Il va être solide. Il va faire de quoi? Ça va peut-être être champ gauche, champ Christ, bien pareil, mais il va se passer de quoi? C'est ça. Fait que moi, je me suis toujours assuré que cette réputation-là, je la construisais tranquillement, puis je la gardais intacte. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre justement un acteur que tu as envie de voir en audition, puis un acteur que tu fais comme puis tu finis par te tanner, tu sais, c'est que il a perdu avec le temps. Une proposition, moi, je me souviens très bien, Sylvain Archambault, le réalisateur des Pays d'en haut, m'avait parlé des auditions, puis il m'avait parlé d'un acteur qui était arrivé pas préparé pour le rôle de Séraphin. Ouais. Puis il m'avait dit, dans toute sa véhémence, il m'avait dit qu'il s'était retourné aux agents de casting puis il avait fait, lui, plus jamais. Lui, il a pris la place de quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Il a gaspillé notre temps. Ouais. Puis j'étais comme, OK, je veux jamais être ce gars-là. Ouais. Puis d'arriver sur les plateaux près aussi. Tu sais, je me souviens d'un acteur, quand je suis sorti de l'école de théâtre, qui a tout de suite ramassé une grosse série, puis là, ça lui a monté à la tête. J'attends son nom, bien entendu, mais puis après ça, il a commencé, je l'ai recroisé dans des auditions de pub où il arrivait, puis tu sais, comme, il se sentait tellement au-dessus de tout ça qu'il a commencé à juste comme niaiser. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, OK, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'essayais de jouer avec, puis ça a chié l'audition complètement parce qu'il faisait comme vraiment n'importe quoi, là, tu sais. À crier, à sauter partout quand c'était pas tout le concept, tu sais. Ouais. Puis finalement, au fil du temps, son attitude l'a barré, puis il n'a plus jamais retravaillé, tu sais. Oh. Parce que le milieu au Québec, c'est très petit aussi, tu sais. Puis avec le peu de moyens, on a de moins en moins le temps pour les gens qui sont pas préparés, les gens qui sont la tête, les princesses. Il y en a qui veulent le faire, le métier. Là. Il y en a beaucoup. Fait arrange-toi pour arriver puis être prêt, tu sais. Puis faire ta job parce que Chris, t'es un entrepreneur. T'es là pour vendre, pour te vendre. Un entrepreneur, mais comme je disais tantôt, t'es juste un morceau de casse-tête dans un gros crise de casse-tête qu'il faut qu'il roule. Ouais. Fait que t'es mieux de pas ralentir la machine. Absolument. T'sais. Même arrange-toi pour la faire avancer plus vite. Puis là, ils vont te rappeler. En doublage, c'est ça beaucoup. Si tu arrives prêt, ça coûte tellement cher les studios. Si tu arrives prêt puis que tu es bon puis que tu leur fais gagner du temps, ben ils ont plus tendance à faire comme un Salva, il va faire la job, là, on va le rappeler, tu sais, ou Leclerc. Tu fais-tu du doublage en anglais d'ailleurs? Ça commence à J'ai commencé. Ouais, cool. Oui, j'ai commencé. En fait, je me suis doublé en premier sur la série Sortez-moi de moi. Ouais. Donc, en fait, ça fait plusieurs années que je me double vers le français parce que quand je tourne en anglais, j'ai souvent le premier choix pour me doubler en français parce que je pense être la meilleure personne pour le faire. C'est comme ça que ça marche pour les gens qui ne le savent pas. C'est que souvent, si l'acteur est capable de le faire, ils vont demander à l'acteur original en anglais de se doubler en français pour que ça soit. Moi, je demande tout le temps plus de temps parce que je ne suis pas une machine à tuer comme toi. C'est le temps qui finit par... Toi, je sais que tu es un champion du monde. Il y en a des plus... non, mais tranquillement, je sais un peu ce que tu as fait. Là, puis, une petite roche. Mais puis là, je me suis doublé vers l'anglais pour la première fois et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'est très, très technique, le doublage. Je vous salue, toi et toute ta communauté. Puis il y a un français international qui est une espèce de français qui, soyons honnêtes, n'existe pas, qu'il faut atteindre et avec lequel il faut être extrêmement habile, plus les bandes rythmo qu'il faut suivre. C'est très, très technique, le doublage. Mais en anglais, il n'y a pas de français international. Il n'y a pas d'anglais international. C'est un anglais parlé. C'est un anglais de la rue. Ce qui fait que cette difficulté-là disparaît. Fait que si tu maîtrises bien la langue, comme moi, ben il reste juste la difficulté de la bande rythmo. Puis là, j'ai du fun. Puis du jeu, mais le jeu, tu as déjà fait ton chemin parce que tu l'as déjà joué en français. Mettons. Oui, mais là, je me suis mis à doubler sur des séries, mettons, sud-américaines ou des choses comme ça, vers l'anglais. Là, j'ai juste à me concentrer sur le jeu puis la bande rythmo. Fait que c'est plus facile, mais j'ai beaucoup plus de plaisir et d'aisance à le faire qu'en français. Cool.
Ben oui, puis écoute, je pense que c'est un beau milieu qui est en train de se développer parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant, le doublage anglais était à peu près inexistant. Puis depuis Netflix, malheureusement, tous les contrats francophones sont partis pour la France parce que Netflix, la France a signé une exclusivité, fait qu'on a perdu énormément de contrats. Tout ce qui est sur Netflix n'est pas doublé au Québec. Puis ça, c'est un gros, gros problème parce qu'on essaie de mettre de la pression au niveau du gouvernement pour ça, mais il n'y a pas grand monde qui font grand-chose. Mais, ça peut être bien fait en France, mais ça peut oui. des fois être catastrophique. Exactement. Quand tu rentres dans l'argot, là, puis tu utilises le vocabulaire qui n'a pas de bon sens, tu sais, on dirait qu'on ne se rend pas compte. Moi, je l'ai fait pour des jeux vidéo. Ouais. Le doublage doit pouvoir voyager. Donc, tout ce qui est extrêmement local, en Algérie ou en Belgique ou dans certains autres pays francophones, c'est pas nécessairement l'argot parisien ou le gros québécois joual qui va bien voyager. Puis tu parlais du français international, puis le français international est moins respecté, mettons, en France. Ils se permettent plus de trucs à Paris que nous, ici, qui s'arrangeons pour avoir un français qui va être compris autant en Belgique qu'au nord de l'Afrique, que dans le nord de l'Afrique qu'en France, partout. Le français international est différent, mettons, au Québec. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que Netflix, tous les shows, justement, qui sont d'autres communautés, d'autres langues, que ce soit de l'allemand ou n'importe quoi, l'anglais est doublé à Montréal. Fait qu'il y a une grosse communauté de doublage qui est en train de Il y a un gros marché, puis il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs anglophones qui savent travailler le doublage, qui connaissent la technique pour ça. Fait que pour ceux qui sont bilingues ou anglophones, c'est vraiment comme le temps de rentrer dans la patente parce que autant, je dis, c'est en train d'exploser le marché du doublage à Montréal. On est en train de développer une grosse expertise en anglais. Moi, j'espère qu'il y a des directeurs de plateau qui nous écoutent. Oui. On ne m'appelle pas assez. J'en fais pas assez. Vincent Leclerc est disponible. Il est disponible. Appelez-le. Écoute, ça fait déjà 1 heure de rien qu'on parle. Oui, ça a déboulé comme ça à pas tant. Écoute, on l'a dit. On est allé vraiment à gauche et à droite. J'adore ça. Moi, j'ai eu du fun, mais je n'ai pas réussi à te poser aucune question. Fait qu'éventuellement, il va falloir que... Ben, écoute, j'invite les gens à venir nous voir les 29 et 30 septembre au Festival de films Créatures de Memphremagog parce que Vincent Leclerc va être avec nous. Je serai votre créature. Oui, il est bon en créature. Il a joué la bête dans La Belle et la Bête. Voilà! Entre autres. C'est une super... Hey, t'as joué dans The Revenant, man. C'est quand même pas n'importe quoi, là. Ah oui, c'est particulier comme expérience, mais je suis très, très fier du petit rôle que j'ai exercé dans ce... Oui, T'as-tu des trucs que tu veux nous partager? On a encore un peu de temps, on va le prendre. J'étais persuadé que j'allais être remercié. Ah, il y a la souris. La souris qui lance ses crayons. La souris qui vient de lancer ses crayons. Je pensais être remercié, en fait, après 2 ou 3 jours d'avoir scrappé des prises. Ben non. Parce que je comprenais pas ce que M. Iñárritu voulait. Je faisais un trappeur, une espèce de trappeur de fourrure, là, des Canadiens français dans l'Ouest canadien. Comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Et je comprenais plus ou moins ce qu'il voulait dans sa scène. Puis je pensais à un moment donné que je sortais ce qu'on appelle le plan. Donc la caméra ne me voyait plus et qu'il restait sur l'action. Puis je me souviens, puis à la fin de cette scène-là, c'était une scène où Leonardo DiCaprio libérait des chevaux pour masquer sa fuite. Il libérait des chevaux, puis les chevaux partaient à courir dans la vallée. Puis nous autres, on était attaqués, puis tout ça. Puis je me souviens d'Iñárritu qui disait « Vincent, you look like Rambo. What are you doing with your gun? You look like Rambo. I need you to go over here. » Puis tu sais, après 3-4 prises les chevaux qui partaient au galop dans la vallée, c'était des cow-boys de Calgary à cheval avec leur lasso qui partaient les chercher. Fait qu'on ne pouvait pas dire « OK, on fait une deuxième prise. » On attendait 15-20 minutes que les gars rameutent les chevaux. Puis moi, je me souviens des regards après 3-4 prises, des cowboys qui me regardent, genre « Really, dude? » Comme « Get your fucking shit together. » Tu sais, là, sérieux. Puis ils partaient. Puis moi, je m'excuse. Puis si j'avais été au Québec, j'aurais fait « Hey, je peux-tu juste voir, montrez-moi le replay, là, remontrez-moi ce qu'on vient de tourner. Mais tu peux pas demander ça sur un plateau américain. Plateau américain, ils sont comme dans une tente après une tente avec une quarantaine de techniciens et de producteurs et de machins. T'es une semi-merde en dessous des semi-merdes. Tu n'as pas accès au réalisateur, tu peux pas y parler. J'ai accès un peu, mais j'aurais pas pu dire « Hey, je peux-tu voir
juste le plan, je vais comprendre ce que tu veux. Ok. Fait que là, je me trompe, ce qui fait que j'étais sûr que j'allais être remercié. Il y a des grosses différences, donc, entre les plateaux américains et les plateaux... Oui, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Une hiérarchie, il faut que tu la comprennes assez rapidement, il faut que tu prennes ton trou quand c'est nécessaire, puis que tu parles. Moi, je me souviens, pour la scène, vous me coupez quand on n'a plus de temps, hein? La scène qui m'avait fait accepter le projet, à part le fait que c'était Iñárritu, c'est que j'avais quand même une belle scène de viande qui était là où mon personnage, qui est le dernier des trappeurs français à survivre, arrive au fort des Anglos, transite froid sur le bord de mourir et qui supplie et qui finit par raconter qu'il a vu le personnage de Leonardo DiCaprio que tout le monde pensait mort et machin. Fait que cette scène-là, j'ai eu à... En fait, je suis content de moi parce qu'on la répétait, la scène d'interrogation que j'ai avec Tom Hardy, puis je trouvais que le texte en français, l'anglais de mon personnage était trop bien construit. Je me souviens du moment où, tu sais, t'as Tom Hardy, t'as Iñárritu, t'as les gros acteurs britanniques de faire excusez-moi, monsieur Iñárritu, est-ce que je pourrais parler du texte? Il a fait, oui, pas de problème. Tu sais, j'ai vraiment été accueilli comme un égal de tout le monde, puis j'ai fait changer tout mon texte parce qu'il y avait beaucoup, par exemple, de passé composé. Là où mon personnage disait, pas avec l'époque. Non, tu sais, he was killed yesterday by a wolf. Je disais, tu sais, he killed, tu sais, de changer les temps de verbe. Tu sais, la connaissance de l'anglais puis du français, ça fait ça aussi. Souvent, tu comprends les niveaux d'accent puis les niveaux de langue. Parce que ce que le public ne sait pas tout le temps, c'est qu'il y a quand même cette recherche-là qu'il faut avoir. Tu sais, je veux dire, si justement tu joues quelqu'un de l'époque, il faut que tu parles comme à l'époque. Non seulement l'époque, mais il faut que ça corresponde à la capacité de l'exposition qu'il y a eu à la langue. Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'on va... Slash le niveau de scolarité, slash, il y a un paquet d'affaires à tenir en compte quand tu composer un personnage. Pour composer, c'est ça. Puis il y a un autre moment assez... peut-être le troisième moment le plus important de ma carrière, puis on pourrait finir avec ça si ça... En tout cas, j'allais dire si c'est intéressant, mais peut-être, on verra. Ce moment-là où mon personnage arrive au fort anglophone, on l'a fait plusieurs fois. Puis c'était, il y avait comme des dizaines de figurants, des chiens, des chevaux, des feux, plein de figurants autochtones, des soldats, des machins. Puis c'était l'arrivée de mon personnage. On tournait cette scène-là, fait que c'était comme... Je me suis rendu compte que c'était la scène de mon personnage. Puis je l'ai faite plusieurs fois, puis c'était super émotif comme scène. Elle était un peu tronquée dans le film, mais c'était super émotif. Puis je faisais la job... Je me rendais compte qu'émotivement, j'étais exactement là où il fallait que je sois. Puis de loin, je voyais Iñárritu, qui avait une petite grue, qui me faisait, qui me faisait signe qu'on la refaisait, thumbs up, tout va bien. Puis après plusieurs prises, je me suis dit, je suis sur un des plus gros plateaux au monde en ce moment. Puis je pense que je fais la job. Puis je pense que ça va bien. J'avais vraiment l'impression que le coach des Canadiens me regardait du banc puis qui fait « Hey, le grand, fais un autre shift. » Ouais, c'est ça. Mais j'étais dans la Ligue nationale. C'était pas une affaire d'ego autant que le sentiment d'imposteur que j'ai eu toute ma vie. Ah, tu vois, ça me rend encore émotif, étrangement, après 10 ans. Je savais qu'on serait broyé. Yeah! OK, on finit ça tout de suite. Non, mais... est mort cette journée-là parce que je me suis dit, OK, je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis capable d'être sur la glace. Ouais. Puis, quelques mois plus tard, j'ai décroché les Pays d'Or. Ah ouais, c'était avant. Ouais, c'était avant. C'est ça. La barbe de Séraphin, c'est ma barbe de Revenant. OK. Puis s'il y avait pas eu... une belle barbe, man. Je suis jaloux de ta barbe. Voyons. C'est-tu qui est fournie? Pour vrai. Elle est payante aussi. Oui. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, c'est sur le Revenant, j'aurais probablement pas eu les pays. Okay. Parce que pour une fois, je me donnais le droit. Je me disais, t'as ta place. Encore une fois, man, tout est dans tout. Là, tout est dans tout. Il fallait que ça se passe comme ça pour que ça arrive, pour que ça se passe. Puis c'est un chemin. C'est étrange, mais c'est comme ça que ça a été construit. Vincent Leclerc, comment dans 5 ans, dans 10 ans, où tu te vois, ton fantasme ultime, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ah, vous allez être déçus. J'aimerais encore faire... c'est parce qu'encore une fois, tu sais, je t'ai parlé de mon manque d'ambition. Je veux continuer d'être dans une position où je peux choisir les projets que je fais. Peut-être qu'il y en aura moins parce que
la qualité des projets et la qualité des gens avec qui je veux travailler est de plus en plus importante. Fait que peut-être qu'il va y avoir moins de choses. Plus de noms, donc? Hein? Plus de noms? Peut-être plus de noms, mais peut-être qu'ils vont... J'aurai pas d'offres. Mais je veux continuer à faire ce métier-là et j'espère continuer de pouvoir le faire en allant vers la matière puis à le faire pour les bonnes raisons. OK. Puis de retravailler avec toi. C'est ça le fun, hein? Ah, J'aimerais oui. ça. Pour te détendre, est-ce que tu fais encore des spatules? Des cuillères, c'est des cuillères. Les gens ne savent pas. Faut pas que je le dise. Non. Je m'intéresse de plus en plus un peu à l'art visuel, un peu à la sculpture. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Je savais même pas que tu avais fait de l'art visuel. Tantôt, j'ai pas eu le temps de... En fait, de l'art visuel, je commence à bisouner. Ouais, mais t'aimerais-tu ça retourner vers la sculpture et la peinture, ces trucs-là plus? Parce que, écoute, tu sous-estimes tes talents de sculpteur. Là. Vincent pogne une bûche puis il te sculpte une œuvre d'art. Non. Non, mais c'est quelque chose qui mettons Pour vrai? Mettons que me déployer artistiquement autrement m'intéresse. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça, c'est quelque chose que je veux commencer à explorer. Aimerais-tu réaliser? Si on te le ferait? Je pense que je comprends assez les scènes pour une partie de ce qu'est la réalisation, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore. Peut-être que c'est encore un sentiment d'imposteur et de j'ai pas le droit de faire ça. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je pense pas à ça. Oui, c'est ça que j'allais dire tantôt. La souris nous dit que... La souris nous fait peur du fait que tu vas être avec nous le 30 septembre à 12h30 au Théâtre Magog pour le festival de films Memphis Magog. Venez en grand nombre. La créature. C'est un honneur de démarrer le podcast Dans la gueule de la créature avec toi, mon ami Vincent. C'est un honneur d'être votre créature. Bon festival. Merci.